Donc après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir qu'en fait il y a une loi qui est toujours en vigueur, qui a été instaurée par le régime de Vichy et qui en fait permet d'interdire une publication si on estime qu'elle va blesser un public ou pervertir la jeunesse. Et en fait, cette loi va servir assez de manière contre-intuitive à la BD belge pour se développer en France. Il faut savoir qu'à partir de 1949, comme quoi la BD peut aussi être politique, on a en fait un accord de manière assez surprenante entre le Parti communiste français et l'Église catholique pour faire en sorte, par anti-américanisme, justement de bloquer les BD américaines en France. Donc il faut savoir que aussi dans cette période juste après la guerre, on a le Parti communiste français qui va sortir une revue qui s'appelle Vaillant, où là il y a plusieurs dessinateurs qui vont coopérer et qui va devenir au fur et à mesure une BD qui s'appelle Pif Gadget, dont vous avez peut-être entendu parler en France. Donc on a Pif Gadget. Également aussi on a, c'est vrai que les éditeurs indépendants français ont beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que les Belges, eux, vont profiter à ce moment-là du coup pour s'imposer sur le marché français. Donc on a par exemple des personnages qui viennent de Belgique qui vont s'imposer comme Lucky Luke, comme Blake et Mortimer ou même les Schtroumpfs. On a aussi bien sûr qui va émerger à ce moment-là Astérix juste après la guerre, qui est aussi un petit clin d'œil au maquisard qui avait été dont l'action clandestine pendant la guerre a été cachée, qui résiste contre l'envahisseur. La comparaison est quand même assez claire. Et en fait, ce qui est aussi assez notable, c'est que quand on regarde sur l'Europe en tout cas, tous ces dessinateurs, c'est vrai qu'ils ont quand même des dessins qui sont assez... des techniques communes de dessin. Il faut savoir qu'eux, ils vont beaucoup plus mettre leur attention sur le trait du dessin plutôt que sur les émotions qui sont véhiculées par les personnages, par exemple. Ils ont des teintes de couleurs qui sont relativement uniformes, qui permet de les reconnaître de manière assez claire, et ce qu'on appelle un dessin en aplat. Donc c'est vrai que les années 60 vont constituer une période d'âge d'or pour la BD. C'est vrai que la BD va en fait suivre le mouvement de l'économie, où on va avoir en fait une plus grande séparation des tâches dans la BD. C'est là où on voit apparaître la distinction entre des dessinateurs, des scénaristes, des metteurs en scène ou même simplement des coloristes. Donc on assiste de plus en plus à ce phénomène. On a également la BD qui va aussi faire évoluer son public avec notamment l'arrivée de BD érotiques notamment. Il faut savoir aussi que à partir des années 65, donc on va avoir les premiers salons de la BD qui vont avoir lieu, le premier étant en Italie, où ça va permettre à des auteurs européens de rencontrer des auteurs américains, des artistes majeurs qui vont montrer à quel point la BD les inspire. Donc dans le pop art, on peut penser à un artiste comme Roy Lichtenstein qui s'inspire beaucoup de la BD dans ses œuvres. Je vous invite à en savoir plus sur cet artiste si vous intéresse. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Dans les années 70, et moi ça m'a intéressé plus particulièrement, on a les premiers romans graphiques qui vont apparaître. Donc le premier, qui est considéré comme tel en tout cas, c'est un roman de l'américain Eisner qui s'appelle du coup Un pacte avec Dieu. Et après, un peu plus tardivement, un qui est considéré aussi dans ce genre-là, c'est Moss de Spiegelman. Des années 70 aux années 85, on a vraiment un essor des maisons d'édition telles que Casterman, Dargaud ou Dupuis, ou les éditions Glénat par exemple, pour ne pas faire de publicité à une plus que l'autre. Ça va être vrai jusqu'au milieu des années 85-90, où là, elles vont être un peu plus en difficulté. La seule qui arrivera vraiment à sortir son épingle du jeu, c'est Casterman, pour la simple et bonne raison en fait que c'est elle qui diffuse les aventures de Tintin, ainsi que celle de Corto Maltese.
Donc ça, dans les années 90, on a le manga qui fait son apparition en France. On a à la fin des années 90-2000 des auteurs qui apparaissent et qui vont renouveler le genre, comme par exemple Menu ou Sphare. J'espère que cet historique de la BD vous a plu. N'hésitez pas, comme vous l'ont dit bien d'autres avant moi, à liker cette publication ou à la commenter.